Journal. Le chef de l'État va procéder ce samedi 14 décembre à l'inauguration du Centre culturel et des arts, fruit de la coopération sino-congolaise. Clôture ce samedi des États généraux du portefeuille par la première ministre Judith Suminwa, une rencontre riche en échanges marquant un tournant décisif pour la RDC. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va procéder ce samedi 14 décembre dans la soirée à l'inauguration du Centre culturel et des arts d'Afrique centrale de Kinshasa et du nouveau siège de l'Institut national des arts, INA en sigle, qui ne sera plus locataire, fruit de la coopération sino-congolaise. Les deux nouveaux bâtiments sortis de la terre sont érigés dans la commune de Kassavubu en face du palais du peuple. Les heureux bénéficiaires sont appelés à le gérer en bon père de famille. Et puis les rideaux sont tombés aux états généraux des entreprises du portefeuille de l'État organisé au centre financier de Kinshasa, ouvert le lundi 9 décembre 2024 par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces assises ont été clôturées ce samedi 14 décembre 2024 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre riche en échanges et en propositions a marqué un tournant décisif pour la RDC en jetant le base d'une réforme durable et essentielle à la relance économique et au bien-être de la population. Confirmation avec la première ministre dans cet extrait choisi par Dieudonné Bouanali. Cette rencontre, riche en échanges et en propositions, a marqué un tournant pour notre pays en jetant les bases d'une réforme ambitieuse et durable de nos entreprises publiques, essentielles à la croissance économique et au bien-être social de notre pays. Les discussions que nous avons eues ont permis de dresser un bilan des défis à relever, de définir des solutions concrètes pour les surmonter. 5 jours de réflexion ont révélé l'engagement collectif de tous les acteurs et toutes les actrices à transformer nos entreprises publiques en levier stratégique pour le développement de notre nation. Au nom du président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je souhaite exprimer sa profonde gratitude à tous les intervenants et participants, décideurs politiques, experts, mandataires publics, acteurs du monde scientifique, partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux représentants des organisations régionales et internationales. Leur contribution témoigne de l'enthousiasme collectif pour la réforme des entreprises publiques et leur rôle fondamental dans la transformation de la République démocratique du Congo. Les discussions fructueuses de ces États généraux ont souligné l'urgence d'agir. Bien que des réformes aient été entreprises depuis 2008 pour moderniser et redynamiser les entreprises du portefeuille de l'État, il est évident qu'elles n'ont pas été menées jusqu'au bout en vue d'atteindre les objectifs fixés. Pour que nos entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. Elles doivent être dirigées par des leaders compétents et intègres, choisis sur la base de leurs mérites. Il est impératif que l'État reste un actionnaire stratégique, mais doit aussi veiller à ce que chaque entreprise soit autonome, rentable et capable de maximiser ses ressources. Dans cette optique, la transparence et la professionnalisation des conseils d'administration seront des priorités. Le gouvernement, à travers le leadership éclairé de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
s'engage à renforcer l'indépendance de ses conseils et à garantir que les mandataires publics soient à même de faire preuve d'une gestion exemplaire et rentable. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réforme de la gouvernance des entreprises publiques a été l'un des points essentiels de ces États généraux. Pour que ces entreprises deviennent des moteurs de développement, elles doivent impérativement être dotées de mécanismes de gouvernance solides et transparents. La révision des structures de gouvernance a été largement recommandée, avec la mise en place de conseils d'administration compétents et indépendants en mesure de gérer les entreprises publiques avec responsabilité et efficacité. L'un des défis majeurs a été de rendre nos entreprises publiques financièrement autonomes en générant des revenus propres. La rentabilité a été identifiée comme une priorité. Les recommandations ont porté sur la mise en place de modèles économiques rentables et l'élargissement des sources de financement par un encadrement des partenaires stratégiques. En effet, les partenariats devront être repensés afin de favoriser des retombées économiques et sociales durables pour la population congolaise. Prescrit que la désignation de mandataires publics ne devra plus se faire sur base des apparences politiques exigées de la part des organes spécialisés, un profil type tenant compte des compétences et des qualifications nécessaires. C'est l'une des recommandations de derniers états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Prenons la parole avant la clôture de ces assises. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a enfoncé le clou. Ce nouveau mandataires doivent être de professionnels rompus aux affaires et technocrates capables de relever le défi lié à leur relance. De plus amples détails avec Dieudonné Bouanali. Pouvoir organisateur des états généraux des entreprises du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Togba, ci-devant ministre du portefeuille, a pris la parole avant la séance de clôture pour non seulement rappeler l'objectif de ces assises, mais aussi appeler à la nomination de professionnels et théocrates à la tête des entreprises du portefeuille de l'État, conformément aux recommandations adoptées par le participant. Pour que la relance des entreprises publiques soit une réussite en République démocratique du Congo, il est impératif que l'État exerce ses fonctions de puissance publique et d'actionnaire de manière complémentaire et coordonnée. Cette synergie assurera non seulement le dynamisme, le contrôle de son économie, mais aussi la performance économique des entreprises du portefeuille de l'État, ainsi que la création d'une économie compétitive et durable pour la République démocratique du Congo. La mise en œuvre de réformes institutionnelles, telles que la création de l'Agence des participations de l'État, la création d'un fonds de soutien aux entreprises du portefeuille de l'État et l'adoption de mécanismes rigoureux de gestion et de suivi seront des étapes essentielles pour atteindre ces objectifs. Mesdames et messieurs, la gouvernance des entreprises publiques a été au cœur des discussions. Il a été clair que, pour garantir la rentabilité et la pérennité de nos entreprises, des règles de gestion rigoureuses, inspirées de meilleures pratiques internationales, soient définies. Il est crucial de professionnaliser la gestion et de veiller à ce que les décisions stratégiques soient prises en toute transparence. Les organes statutaires des entreprises, Assemblée générale, Conseil d'administration, Direction générale, doivent être renforcés, avec des mandataires publics choisis sur la base de leurs compétences et de leur expertise, y compris de leur probité morale. La gestion des entreprises doit être confiée à des professionnels capables d'adopter une approche pragmatique et accessible des résultats. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été adoptées. En ce qui concerne le cadre juridique du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques, nous énumérons 1. Prescrire que la désignation des mandataires publics ne devra se faire sur base des appartenances politiques et exiger de la part des organes spécialisés un profil type tenant compte des compétences,
et ou des qualifications nécessaires. Révisiter les conventions collectives du personnel ou les adapter aux capacités financières des entreprises du portefeuille de l'État. 3. Créer une agence de participation de l'État qui fusionne le Conseil supérieur du portefeuille et le copyright en vue de gérer efficacement les entreprises publiques. Ainsi se terminent les états généraux des entreprises du portefeuille organisés 24 ans après. Place à l'action. Avec nous pour en parler, Dieudonné Boanali, journaliste au sein de Géopolis Télévision, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Patience Lokeki. Monsieur Dieudonné Boanali, les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État se sont clôturés. Aujourd'hui, pouvons-nous connaître les recommandations phares? Du lundi 9 au samedi 14 décembre, nous avons assisté à 5 jours d'intenses travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État, organisés, Patience Lokeke, 24 ans après. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été adoptées par les participants, dont notamment la fusion, vous l'avez suivi dans cet élément de reportage, du comité du pilotage de la réforme des entreprises publiques et les conseils supérieurs du portefeuille qui doivent fusionner pour créer une agence gouvernementale chargée de gérer les participations. Il s'agit des actions de l'État dans les différentes sociétés d'économie mixte, des jointes ventures, y compris des sociétés à actionnaires uniques, parce qu'on ne doit plus laisser au conseil d'administration, c'est-à-dire le comité de gestion, voulais-je dire, les conseils d'administration et la direction générale, négocier, décider celle de certaines participations de l'État dans des entreprises d'économie mixte, cas du secteur minier. Il a été aussi proposé de nommer les futurs mandataires en ne tenant pas compte de leurs appartenances politiques. Il ne faut pas nommer ceux qui constituent le militantisme politique et les acteurs politiques, nommer des technocrates, des personnes de nationalité congolaise, même étrangères, rompues aux affaires. Je vous donne l'exemple de la société Transport au Congo, Transco. Le premier mandataire fait un blanc. Et depuis son départ, la succession a été assurée par des Congolais. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde, vous constatez l'état dans lequel se trouve Transco. Mais il y a aussi des entreprises publiques qui sont bien tenues par des Congolaises, des Congolais, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a été aussi proposé d'injecter des millions de dollars pour la relance de ces entreprises. Ce sont des entreprises qui appartiennent à l'État. Les premiers investisseurs dans ces mouvements de relance ne doit être que l'État congolais qui ne doit plus laisser ces entreprises à l'abandon. Il a été aussi proposé de créer des entreprises par filière, par exemple dans le secteur minier. Pourquoi pas ne pas avoir une entreprise qui gère la filière 3T? Pourquoi pas ne pas avoir une entreprise qui gère la filière cobalt, cuivre? Au lieu d'avoir des micro-entreprises, une centaine, et qui constituent aujourd'hui des canards boités, qui ne produisent pas, et pourtant ces entreprises doivent contribuer aussi au budget de l'État. Les chefs de l'État ont promis de créer 6,5 millions d'emplois, et ces emplois ne proviendront pas seulement des investissements du secteur privé. Les entreprises publiques doivent être aussi prospères, doivent être rentables, doivent être aussi créatrices d'emplois. Elles doivent jouer aussi leur partition. Voilà un résumé, quelques recommandations phares. Il y en a eu plus d'une centaine. Si je les énumère ici, on va arriver jusqu'à demain. Dieudonné Boanali, à qui seront donc destinées toutes ces recommandations? Et à cette question, le ministre du portefeuille, le ministre d'État au portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongboa, a dit que ces recommandations ne sont pas destinées seulement à son ministère. Il ne va pas décider seul. Il fait partie d'un gouvernement, du nommé gouvernement souminois, le gouvernement central. La primaire de toutes ces recommandations est réservée
au gouvernement central. Elles seront transmises sous forme d'une feuille de route gouvernementale et à adopter au Conseil des ministres. Après leur adoption, place sera accordée à l'action. Parce que le chef de l'État a dit, lors de l'ouverture de ces assises, qu'il en a marre des forums et des ateliers et des états généraux. Il est venu le moment de passer à l'action. L'argent qui est dépensé pour l'organisation de ces forums peut être destiné à financer, par exemple, la lutte contre les embouteillages, la construction des infrastructures et autres besoins urgents dans les pays. Dieudonné Bonnelli, un mot pour le ministre du portefeuille. Bon, chapeau pour les ministres du portefeuille. Je tire vraiment mon chapeau pour lui. Pourquoi 24 ans après, depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 24 ans jour pour jour, on n'a jamais organisé les états généraux du portefeuille de l'État pour permettre aux dirigeants des entreprises publiques, les mandataires, et les chefs des établissements publics de se retrouver autour d'une table, parler de leurs problèmes, des problèmes qui constituent des bâtons dans les roues qui les empêchent de prospérer, d'aller vers de l'avant et de contribuer significativement au budget de l'État. La parole a été donnée à tout le monde, non seulement les experts du ministère, il y a eu des professeurs d'université, spécialistes en sciences du travail, en ressources humaines, en économie, en management. Il y a eu même des étudiants, des scientifiques, des journalistes. En tout cas, personne n'a été oublié. Tout le monde a pris part à ces états généraux. Et ça a été un tournant décisif pour ce secteur. Nous espérons que les recommandations qui ont été adoptées par tous les participants ne seront pas classées dans les tiroirs et dans les oubliettes et qu'on va les appliquer pour les changements des paradigmes et la relance des entreprises Merci, publiques. M. Dido, pour votre intervention. Merci, Patience Lokeke, pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein du Géopolis Télévision. Économique. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. Le Sénat a adopté la loi de finances pour l'exercice 2025 au cours de la séance plénière de ce 13 décembre 2024, dirigée par Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. 9 membres devant composer cette chambre du Parlement. 76 ont pris part à la plénière. 75 ont voté oui, aucun n'a voté non et un seul s'est abstenu. Quelques questions ont été relevées, telles que la répartition dans plusieurs domaines et la rétrocession de 40% aux provinces qui n'est pas encore totalement effective. Séance plénière du 3 décembre dernier, c'est le rapport de l'ECOFIN qui a fait l'objet de l'examen de l'adoption au cours de la séance plénière de ce 13 décembre 2024, dirigée par l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. Durant cette plénière, le projet de loi de finances du pouvoir central pour l'exercice 2025 a été adopté à l'unanimité. Après l'adoption de la loi, une brève présentation faite par le président de la commission, l'honorable Célestin Bounabandi et autres membres de la Chambre haute, qui a ensuite ouvert le débat général. Ces derniers a épinglé et relevé quelques questions, entre autres la répartition dans plusieurs domaines et la rétrocession de 40% aux provinces qui n'a pas encore totalement effective. Les dépenses, la question de fiscalisation de l'eau minérale, le code minier et autant de questions posées. Autant de recommandations encore. Le sénateur se sont livrés à cet exercice et sont passés enfin au vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres ont pris part au vote, 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Je signale que ce projet de loi n'étant pas adopté en des termes identiques par les deux chambres, une commission mixte paritaire sera mise en place. Et bien sûr, notre bureau de l'ECOFIN sera mis à contribution, surtout pour défendre les questions principales qui ont été les préoccupations des honorables sénateurs que
nous sommes, on va pour une fois nous acclamer pour le travail abattu. Ce projet de loi tel que reçu de l'Assemblée nationale avait été envoyé à l'ECOFIN du Sénat avec toutes les observations et recommandations de sages de la République. Pour y subir les améliorations souhaitées en ayant 10 jours, le bureau du Sénat a félicité et remercié la commission ECOFIN pour le travail abattu en un temps record. Autre chose, embouteillage dans la ville de Kinshasa. Lors de la 26e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour assurer l'efficacité de la circulation alternée qui connaît un succès partiel dans la capitale. Il a été décidé lors de la réunion le renforcement de la présence policière pour s'assurer d'une bonne régulation routière et apporter une réponse aux multiples plaintes de la population. Suivez les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En ce qui concerne la problématique des embouteillages, le vice-premier ministre a présidé une réunion d'évaluation de la mesure des circulations alternées avec les ministres sectoriels et services concernés le mardi 10 décembre dernier dans son cabinet de travail. Il en ressort de l'observation faite que l'opération connaît une réussite partielle dans la partie ouest, notamment les avenues Tourisme et Ngouma, tandis que dans la partie est et dans les centres-villes à partir de Kitambo Magasin, les résultats sont mitigés. De ces faits, la réunion a décidé du renforcement de la présence policière dès ce vendredi 13 décembre 2024, de la logistique de la police pour s'assurer d'une bonne régulation routière et apporter une réponse aux multiples plaintes enregistrées depuis les débuts de la mise en œuvre de cette mesure. La prochaine réunion d'évaluation est prévue en début de semaine après les constats des mesures qui ont été arrêtées et qui ont été mises en place dès aujourd'hui. On va parler justice dans ce journal. La présidente de la Haute Cour de justice du Bénin et son homologue de la République démocratique du Congo ont partagé les expériences de leur juridiction au cours des échanges qu'ils ont eus ce vendredi 13 décembre dans le cadre de sa visite du travail. Cette visite souligne l'importance des échanges entre les hautes juridictions pour renforcer l'état de droit et la démocratie. Suivez. Dans le cadre de sa visite de travail en RDC, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Dandig Bamou, à la tête d'une délégation de son institution, a été reçue vendredi 13 décembre au siège de la Cour constitutionnelle à Kinshasa par le président de cette juridiction, Dieudonné Kamuleta, pour des échanges et une réunion bilatérale. Lors de son allocution, Madame Dandi a mis en exergue l'importance des échanges entre les deux juridictions. Nous sommes venus ici pour faire des échanges, pour parfaire nos pratiques, voir comment, grâce à l'expérience qui est celle de la République démocratique du Congo en tant que juge pénal, nous pouvons en apprendre pour améliorer les process au niveau de la Haute Cour de justice du Bénin. L'ordre de marque de la Cour constitutionnelle a salué l'hospitalité de la RDC et aussi le travail abattu par la Haute Cour de la RDC. Ce jour montre réellement que la collaboration entre les hautes juridictions africaines est possible. Et c'est même l'idéal que nous devons poursuivre à matérialiser, formaliser assez fréquemment. Quand les hommes se rencontrent, vous sentez que les frontières s'effacent, la cohésion se fait. Et à ce moment-là, nous pouvons nous voir comme des frères et des sœurs, animés d'un même et seul idéal, faire triompher la justice. Après cela, le président de la Cour constitutionnelle a fait visiter son hôte de marque, la bibliothèque physique de sa juridiction. Et puis, présentation vendredi 13 décembre 2024 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa du tout premier numéro du bulletin des arrêts relatifs au contentieux des constitutionnalités pour la période 2022 à 2023. C'est un ouvrage de plus de 400 pages retraçant 65 différents arrêts rendus par la Haute Cour entre 2022 et 2023. L'ouvrage a été baptisé par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Dandig Bamou. Suivez.
constitutionnel de la RDC a présenté vendredi 13 décembre 2024 à Kinshasa son tout premier numéro du bulletin des arrêts relatif au contentieux des constitutionnalités pour la période allant de 2022 à 2023. Cet ouvrage de plus de 400 pages retrace 65 différents arrêts rendus par la Haute Cour entre 2022 et 2023. Il s'agit d'un recueil utile destiné à la population et aux autorités publiques, administratives, judiciaires, civiles et militaires afin de connaître la position de la Cour en rapport avec les questions de droit majeur, particulièrement celles sujettes à débat et à controverse ou celles possédant une très forte charge politico-institutionnelle. Ces livres permettent d'appréhender la contribution de la Cour par ses arrêts dans la construction d'une mentalité et d'une nationalité, la consolidation de certains référents constitutionnels et l'appropriation de la justice constitutionnelle, socle et rempart d'une démocratie à vocation constitutionnelle. Profitant de cette occasion, Dieudonné Kamuleta, le président de la Haute Cour, a rendu un vibrant hommage aux juges de cette haute institution judiciaire pour leur sens élevé de patriotisme. Ensuite, le baptême proprement dit de l'ouvrage par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Madame Dandi Bamou, a tari d'éloges à cet ouvrage tout en souhaitant la pérennité de cet exercice intellectuel. Je vais souhaiter une très longue vie à ce bulletin, une très longue vie à tous ceux qui ont travaillé à ce que ce bulletin existe et que cette œuvre continue de perdurer jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez qu'on est là encore pour longtemps pour que la justice triomphe toujours. Par la dédicace du livre par le président de la Cour constitutionnelle. Sport à présent, la République démocratique du Congo et la République du Congo pourraient déposer une candidature commune auprès de la CAF pour l'organisation de la CAN 2029 après l'envie démontrée par le président de la République Félix Tshisekedi de voir cette grande fête du football africain s'est déroulée en RDC. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo a rencontré son homologue du Congo-Brazzaville ce week-end pour en discuter. Blaise Kuzola. Tout est parti d'un souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi que de voir l'RDC organiser pour la première fois la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de la CAF. De la parole à l'acte, pour matérialiser cette volonté du chef de l'État, le ministre de Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, était à Brazzaville ce week-end pour rencontrer son homologue Hugues Ngolondele, ministre de Sport de la République du Congo, et lui faire part, au nom du gouvernement congolais, de la volonté de la RDC de composer un ticket commun RDC Congo-Brazzaville et solliciter auprès de la CAF une co-organisation de la plus grande fête du football en 2029. Après une grande réflexion au niveau de la République démocratique du Congo, avec l'accord de notre président de la République, nous sommes en train de penser, voir avec le Congo-Brazza si nous pouvons organiser la CAN 2029 ensemble. Imaginez, la CAN co-organisée dans les deux capitales les plus rapprochées au monde. La proposition a été très bien accueillie par le ministre Ngolondele qui a promis d'en faire part très rapidement au président Denis Sassou Nguesso. Le message est entendu. Je me ferai le plaisir de rendre compte à mon président. A priori, c'est une bonne nouvelle que d'organiser une CAN entre les deux pays et les deux capitales les plus rapprochées au monde. Après le championnat d'Afrique de boxe et la CAN féminine de handball en 2024, l'RDC vise désormais l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football, ce qui confirme, comme le disait le président de la République, Félix Tshisekedi, le 11 décembre dernier dans son discours sur l'état de la nation, que sous son leadership, le pays fait désormais partie de la liste des nations africaines aux grandes ambitions sportives. Toujours en sport, les TP Mazembe et l'AS Maniema Union ont été tenus en échec respectivement
par Young Africain 1-1 et l'AS Phare 1-1 pour le compte de la troisième journée de la phase des groupes. Après ces 3 journées disputées, le Corbeau reste troisième du groupe A avec 2 points, alors que Maniema Union prend momentanément la deuxième place du groupe B avec 3 points en attendant le match entre Mamelodi Sundowns et Raja de Casablanca prévu ce dimanche. Le TP Mazembe et l'AS Maniema Union, 2 représentants de la République démocratique du Congo en Ligue de champions de la CAF, ont joué leur match de la 3e journée de la phase de groupe ce samedi 14 décembre. Au stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi, le Corbeau ont nourri des regrets. Opposés aux Tanzaniens de Young Africa dans le groupe A, ils ont réussi le plus dur, ouvrir le score dans ces matchs compliqués par l'entremise de Cheikh Fofana à la 41e minute. Cependant, comme face à Al Hilal, homme d'Urman, il y a une semaine, Mazembe s'est fait punir pour son relâchement, n'a pas non plus réussi à faire le break dans ces matchs. Dans le temps additionnel, les visiteurs égalisent via un but de Doubé. Un but partout, score final. Les TP Mazembe courent toujours derrière une première victoire en Ligue de Champions cette saison. Dans le même temps, l'AS Maniema Union s'est quitté sur le même score dans son match contre l'AS Phare de Rabat. Pour cette rencontre jouée au Stade des Martyrs à Kinshasa, l'on peut dire que les unionistes ont laissé passer une belle occasion de briller et décrocher enfin une victoire après des nuls enregistrés lors de 2 premières journées. Tout avait bien commencé pour les Congolais qui verront leurs efforts payés lorsque Exaucé Mwanda ouvre le score à la 37e minute. Visiblement hantés par les 2 premiers nuls, ils vont concéder le but égalisateur des Marocains à la 62e minute par To Carneiro. Après 3 nuls en longtemps de match, Maniema Union compte 3 points au classement et occupe provisoirement la 2e place. Pour la prochaine journée, Mazembe se déplacera à Dar es Salaam pour entamer la phase retour face au même adversaire le 3 janvier, alors que Maniema Union en fera de même, mais du côté des Rabat à la même date. Oscar Gaboui national. Presque un an après sa mise en service effective au Nigeria, la raffinerie Dangote franchit un nouveau cap en soutenant l'approvisionnement du voisin camerounais qui devient le pays africain qui importe de plus de l'essence produite par l'installation avec ses 650 000 barils par jour de capacité de raffinage. La raffinerie du groupe Dangote est conçue comme un moyen de soutenir l'approvisionnement en produits pétroliers, non seulement au Nigeria, mais aussi en Afrique. Suivez. Effective au Nigeria, la raffinerie Dangote franchit un nouveau cap en soutenant l'approvisionnement du voisin camerounais qui devient le pays africain qui importe le plus de l'essence produite par l'installation. Ce développement intervient dans le cadre d'un accord avec Neptunoil, compagnie spécialisée dans le négoce et la distribution de produits pétroliers raffinés sur les territoires camerounais et dans les pays voisins. Les détails concernant le volume d'essence concerné et modalités autour de son importation n'ont pas été communiqués. Les parties prenantes se sont néanmoins exprimées sur l'importance de ces deals pour la sécurité énergétique du Cameroun. En s'approvisionnant directement auprès du groupe Dangote, le Cameroun s'affranchit de l'intermédiation des négociations internationales. Pour Aliko Dangote, PDG du groupe Dangote, ces deals marquent le début de la concrétisation de sa vision d'une Afrique unie et indépendante sur les plans énergétiques. Ceci en jetant les bases d'un avenir où les ressources africaines seront raffinées et échangées au sein du continent pour les bénéfices de nos populations. D'après les parties prenantes, cet accord ne constitue qu'une première étape. Leur collaboration vise à établir une chaîne d'approvisionnement stable et équilibrée en termes de prix de carburant tout en offrant des opportunités économiques plus larges dans la région. Réuni à Abidjan en Côte d'Ivoire, le conseil du groupe de la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 108 millions de dollars américains à la Zambie. Ces soutiens permettra au pays de mettre en place le programme d'appui à la viabilité budgétaire et à la résilience économique. Une initiative destinée à asseoir une économie zambienne résiliente et diversifiée en renforçant la gouvernance économique du pays et en opérant de réformes du secteur. Un reportage d'Africa News rendu par Rosie Thioyo.
La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 108 millions de dollars américains à la Zambie. Ce soutien permettra au pays de mettre en place le programme d'appui à la viabilité budgétaire et à la résilience économique. Une initiative destinée à asseoir une économie zambienne résiliente et diversifiée en renforçant la gouvernance économique du pays et en opérant des réformes du secteur. Le programme prévoit également de stimuler le développement agro-industriel pour améliorer la productivité agricole, accroître la production et approvisionner les marchés nationaux et internationaux. Des équipements alloués seront notamment mis à disposition des agriculteurs qui n'y ont pas accès. Le 30 novembre 2024, le portefeuille actif du groupe de la Banque africaine de développement pour la Zambie comptait 24 projets pour un montant total de 872,3 millions de dollars. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Le chef de l'État va procéder ce samedi 14 décembre à l'inauguration du Centre culturel et des arts, fruit de la coopération sino-congolais. Vous avez suivi également dans ce journal clôture ce samedi des états généraux du portefeuille par la première ministre Judith Suminwa. Une rencontre riche en échanges marquant un tournant décisif pour la RDC. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.